Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Ce podcast est soutenu par cocorico.com, le site d'emploi leader spécialisé hôtellerie-restauration, où vous pouvez déposer vos offres d'emploi en illimité. Il collabore tout aussi bien avec des établissements étoilés, en passant par les groupes hôteliers, les franchisés, mais aussi les établissements indépendants comme les brasseries et petits bistrots du coin. Et dans le cadre de ce podcast, vous avez droit à 20% de réduction sur tous leurs abonnements. Pour ce nouvel épisode, le 70e, j'ai voulu faire dialoguer des univers qui, à première vue, n'ont rien en commun et qui pourtant se répondent avec une force étonnante. Des métiers de bouche très différents, portés par des profils singuliers, tous animés par une même quête. Donner du sens à ce qu'ils créent, sublimer un produit, transmettre une culture ou un savoir-faire et relever les défis d'un métier aussi exigeant qu'inspirant. Aujourd'hui, on va parler de trajectoire, de vocation, de reconversion, de création et de transmission. De ces chemins parfois inattendus qui mènent à une cuisine, à une maison, à un produit ou à une vision. Bref, on va parler du vivant avant tout, celui qu'on travaille, celui qu'on goûte et celui qu'on transmet. Mes invités du jour sont Thomas Moret, un meunier français engagé dans la tradition artisanale qui dirige et développe les moulins familiaux depuis 2008. Bonjour Thomas. Bonjour Virginie. Yoni Cohen, passionné par le bon goût et l'exception, il est fruitier légumier et il fournit les meilleurs produits aux hôtels et restaurants exigeants. Bonjour Yoni. Bonjour Virginie. Chantal Ernoult, fondatrice de la société Hermada, une entreprise franco-malgache pour sublimer la beauté et la richesse d'un territoire. Bonjour Chantal. Bonjour Virginie. Et Françoise Besse, présidente de Coplim, la coopérative fruitière du Limousin qui vient de lancer sa propre marque de cider, PomJoy. Bonjour Françoise. Bonjour Virginie. Et on va commencer avec toi parce qu'il y a 2 bouteilles. Il y a toujours des dégustations ici et on adore ça. Tu nous expliques et on déguste. Oui, alors PomJoy, donc c'est une gamme de boissons à base de jus de pomme avec 2 catégories sans alcool, un jus de pomme et un pétillant de pomme. Et puis 2 boissons avec un petit peu d'alcool, un soft cider à 3,5% et puis un hard cider un peu plus costaud à 6%. Ok, alors on y va. On goûte ? On goûte. Alors, qui veut quoi ? Alcool, pas alcool ? Bon, il est 10h11, mais t'as dit que c'était léger. Oh, c'est léger, oui. Et puis c'est surtout agréable. Sans alcool. Sans alcool. S'il te plaît. Allez. Veux-tu que je serve ? Ah oui, avec plaisir. Voilà, Yoni, merci beaucoup. Donc, on parlait en off des pommes. Bon, alcool. Alcool. Sans alcool, s'il te plaît. Voilà, vous comprenez. Donc, tu parlais des pommes, donc Merci. AOP, Limousin. AOP, pomme du Limousin, oui, la seule pomme en France à avoir réussi à obtenir une AOP. Comment ça se passe pour obtenir une AOP ? Oh, c'est long, c'est long, c'est difficile, il faut démontrer, prouver. Entre autres, la Golden, puisqu'il s'agit bien d'une Golden qui est produite en Limousin, c'est une pomme qui peut se produire à peu près sur tous les bassins de production. Or, sur le Limousin, et donc en particulier sur la Corrèze, elle a réussi à avoir des qualités organoleptiques qu'on ne trouve pas ailleurs et qui font qu'elle a réussi à obtenir une AOP il y a une quinzaine d'années maintenant. Alors, on y va. C'est le moment de la dégustation. Alors, sur PomJoy n'est pas fait qu'à base de pommes AOP du Limousin. Il est fait également avec toutes les pommes qui sont produites à la coopérative. Et c'est ce mélange de fruits et de saveurs qui fait que, ça a donné du PomJoy. Et PomJoy, c'est vrai que c'est joli. C'est joli. Trouver la joie dans la pomme. Et voilà, exactement. Et c'est le but que ça rassemble les générations, les familles. Voilà. Oh. Et comment ton histoire avec la pommiculture a démarré ? Voilà, il y a bien longtemps, puisque moi je suis fille d'agriculteur. J'ai fui la ferme à 18 ans en me jurant que jamais plus je n'y remettrais les pieds, que je voulais surtout faire tout sauf ce que faisaient mes parents. Mais il se trouve que lorsque mon papa a été en âge d'être à la retraite, il fallait bien reprendre la ferme ou la laisser. Mon mari, finalement, lui, avait bien envie de se lancer dans l'aventure. C'est ce que nous avons fait en 90.
où on a créé une structure, une société, où j'ai fini par trouver ma place et où aujourd'hui je suis très contente de l'avoir fait. J'ai toujours été engagée après hors de l'exploitation sur plusieurs organismes pour me retrouver il y a quelques années présidente de notre coopérative fruitière. Voilà. Et donc le rôle, cette mission de cette coopérative, c'est quoi ? La mission de la coopérative, c'est un collectif, une coopérative qui regroupe chez nous 80 producteurs, donc sur le territoire de la Corrèze essentiellement, un petit peu en Dordogne. Donc c'est 80 familles pour lesquelles on doit arriver à développer un projet, à rémunérer nos producteurs de façon à ce qu'il y ait une vraie dynamique sur le territoire et que ça fonctionne. Donc nous, notre particularité, c'est qu'on produit essentiellement de la pomme. Donc, on ne produit que de la pomme d'ailleurs. Et 80% en AOP, pomme du Limousin. D'accord, merci beaucoup. Alors, la passerelle est vite faite avec Yoni, évidemment, qui vend des pommes, mais pas que. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment est née la maison Emali ? Quel est le nom et du coup, toi aussi, ta vocation, ton engagement dans les fruits et légumes ? Écoute, avec plaisir. Maison Emali, c'est le prolongement de 20 ans d'activité autour du fruits et légumes. J'ai vendu ma précédente entreprise il y a à peu près un peu plus de 3 ans. Je pensais pouvoir faire autre chose. Il s'avère que ce n'était pas du tout envisageable au bout d'1 mois. Et donc oui, c'est le prolongement de ma passion, parce que finalement, je fais ce métier par passion, puisque aucun des membres de ma famille ne fait ce métier. C'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est souvent des métiers qui se transmettent de père en fils ou de mère en fille, enfin voilà, en tout cas, qui sont transmissibles de famille. Et moi, pas du tout. Et en réalité, c'est vraiment autour d'un besoin, finalement, de bien manger. Et ça, je l'ai compris avec le temps, en ayant fait une petite introspection, j'ai compris que c'était ma mère qui m'avait tellement bien éduqué à manger des bons produits que finalement, à l'âge de 25-26 ans, j'ai décidé de monter ma première entreprise donc autour du fruits et légumes et de la distribution pour la restauration et l'hôtellerie. Et je pensais avoir atteint mes objectifs. Il y a quelques années, quand j'ai vendu ma première entreprise, il s'avère que très rapidement, mon objectif, c'est d'être heureux dans ce que je fais et de le faire bien tous les matins. Et donc oui, Emali, j'ai pu appeler cette entreprise comme je le souhaitais, parce que ce n'était pas le cas dans la première entreprise. Je l'ai nommée au nom de mes enfants, qui s'appellent Emma et Eli. Donc j'ai appelé mon entreprise Emali. Et le maison est très important pour moi, puisque aussi bien pour mes salariés que pour mes clients et les producteurs avec qui je travaille, je veux qu'on se sente comme dans une maison. Je veux que ça soit qu'il y ait un côté familial. C'est important pour moi. Quand on vient travailler le matin, il faut qu'on se sente bien quand on est à la maison. Et ça, c'est très important. Et donc, ce côté qu'on retrouve beaucoup en haute couture, non, moi, je trouve que aussi dans notre métier de fruits et légumes, en tout cas de fruitier et légumier, c'est une maison dans laquelle on doit se sentir bien en tant que client, en tant qu'employé, en tant que partenaire. Et ça, c'était très important pour moi qu'on retrouve le nom maison avant le nom de l'entreprise. Voilà d'où m'est venu ce besoin de continuer à faire ce que je fais aujourd'hui et j'espère continuer et le faire le plus longtemps possible parce que c'est un métier qui me rend heureux tous les jours. D'ailleurs, je le vois aujourd'hui et je le ressens encore aujourd'hui de t'entendre parler de tes pommes du Limousin et ça me donne envie de venir, j'allais te dire à la fin de cette podcast. Bus. Ah non, mais c'est certain que tu vas me recevoir, j'espère quand tu auras le temps et voilà, c'est les choses qui me font vibrer. Voilà, moi j'aime découvrir ces producteurs qui sont extraordinaires et puis j'ai aussi la chance d'avoir des chefs qui bossent avec moi et qui subliment ce produit. Et donc voilà, je vois toute la chaîne de valeur de la production jusqu'à la production, mais au niveau des cuisines. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà. Alors, tu parles de fruitier légumier. Tu peux nous refaire un point entre la différence entre primeur, fruitier, légumier, maraîcher ? Alors, je ne suis pas producteur. Donc, les maraîchers, ce sont souvent des producteurs. Donc, la terre. Voilà, la terre directement. Fruitier légumier, parce que mon métier s'articule autour du fruit et du légume. Donc, qu'est-ce que je pouvais trouver de mieux comme nom de fruitier ? Oui, je suis un fruitier. Je travaille autour de ce produit. Et donc, idem pour le légume. Donc, fruitier légumier, c'est ce qui me ressemble. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'ai pas envie de dire je suis distributeur, je livre les hôtels et les restaurants. C'est des noms un peu trop barbares. Donc, voilà, fruitier légumier, ça me ressemble. C'est mon métier. Pas très poétique. Là, c'est très poétique. Ouais, en tout cas, je pense que c'est ce qui me ressemble le plus. Et j'y pense, ce métier, quand j'ai commencé à le faire, je
me demandaient ce que tu faisais. Donc, je disais, je livre des fruits et légumes à des restaurants, à des hôtels. Bon, alors, il y a 20 ans, le fruits et légumes, c'était un peu moins sexy qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tous envie de manger du fruit et légumes. Ah, c'est génial, t'es à Rungis, tu manges du fruit et légumes. J'ai l'impression que je vends des bijoux. Non, mais c'est... T'as parlé de haute couture tout à l'heure. Voilà, donc on s'en rend compte depuis quelques années. Le fruit et légumes, ça attire, ça donne envie, on a envie d'en manger. Donc, mon métier, oui, c'est fruitier légumier. Je vais sélectionner le produit et puis je vais le livrer à mes clients. Voilà, c'est mon métier. J'ai trouvé ce nom qui existe peut-être depuis très longtemps, mais qui était peu utilisé, moi qui me ressemble vraiment. C'est bien, tu l'incarnes très très bien. Alors on a parlé de pomiculteur, de fruitier légumier, là on va passer au meunier. Donc Thomas, est-ce que tu peux nous raconter toi l'histoire des moulins familiaux ? Les moulins familiaux ont démarré en 1903 par la reprise d'un moulin qui était fermé par mon arrière-grand-père, qui était normand et qui est arrivé à Chartres par amour. Et mon arrière-grand-père Fernand l'a exploité jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, c'est mon grand-père qui était également agriculteur, donc qui était meunier et agriculteur. Puis ensuite est arrivé papa et mon oncle qui ont repris à la fin des années 60 les moulins et qui ont vraiment développé l'entreprise avec sur 2 axes. Un axe boulangerie artisanale et un autre axe sur des farines un peu techniques ou des farines un petit peu à la carte. Voilà, puis moi j'ai commencé à travailler dans l'entreprise en 2001 et j'ai repris l'entreprise qui s'est développée depuis. On a 4 sites, donc d'où le nom Les Moulins Familiaux, depuis 2008. Et du coup, la meunerie, ça consiste en quoi exactement ? Parce qu'à part la chanson Meunier tu dors, c'est vrai que souvent on se dit la meunerie, c'est quoi un meunier ? complètement Les l'image moulins. d'Épinal qu'on a, c'est-à-dire qu'on achète le blé, on le transforme, on l'écrase, on le tamise et on récupère la farine. En gros, avec 100 kg de blé, on obtient 78 à 79 kg de farine. Voilà. Après, on l'ensâche ou on le distribue également. Ok, et donc du coup, pourquoi toi tu as voulu continuer à faire vivre cet héritage-là ? Tu n'en es pas sorti comme certains Parce le font. qu'en fait... Qu'est-ce qui te lie à ce blé ? Alors, tout simplement, je pense que déjà, la première raison, c'est que la maison de mes parents était dans l'enceinte du moulin, que lorsque j'ouvrais mes fenêtres le matin, je voyais le moulin. Ensuite, quand je sortais de la maison pour aller à l'école, je passais devant les bureaux, je voyais les camions. Après, on a une boulangerie intégrée au moulin d'essai, donc je passais devant également. Et puis après, à un moment donné, on a un métier, nous, qui est passionnant pour la simple raison, c'est que nous, on travaille avec l'agriculteur. Donc, on va à sa rencontre dans les champs. On va aussi, on collabore beaucoup avec les coopératives. Ensuite, on est aussi des industriels, donc il y a tout le côté process, qualité, un peu ingénierie. Il y a également un métier qui est ultra vivant, je pense que je pourrais développer tout à l'heure, qui a beaucoup évolué, donc un métier qui est surtout pas figé, même s'il est ancestral. Et après, il y a tout l'aspect commercialisation, écoute du consommateur. Et puis après, un petit peu comme Yoni disait tout à l'heure, voilà, après on a la chance aussi de travailler avec des gens passionnés, avec des artisans d'excellence, avec des grandes maisons aussi pareil de restauration. Donc voilà, quand on voit le blé arriver au moulin et qu'après on voit notre farine utilisée par des gens passionnés, c'est sûr que ça peut que être motivant. Bravo, merci beaucoup. C'est être fier de cette transformation et de ce suivi. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré à créer Hermada ? Comment cette aventure a commencé et qu'est-ce que ça veut dire Hermada ? J'aime bien revenir sur la genèse. Ah oui, Hermada, je suis contente de le raconter parce que quand j'ai créé la société, j'ai voulu trouver un nom. Et c'était très compliqué. Et parce qu'il fallait que ça représente Madagascar, que ça représente ce que je vends, etc. Donc, avec mon mari, à table, un jour, en famille, on dit, qu'est-ce qu'on va donner comme nom ? On a trouvé plein. Le brainstorming. Les Myriam, tout ça. Et pour finir, mon mari a dit, Hermada. Alors, Hermada, ça fait penser à la compagnie aérienne Hermad, qui s'écrit A-I-R. Elle dit Hermada, mais c'est E-R. E comme Ernou, qui est son nom. R comme Rakotofiringa, qui est mon nom. Et Mada comme Madagascar. Donc, tout s'explique en fait. Voilà, tout s'explique. Alors, c'est un petit secret. C'est pas un secret, mais je raconte parce que, Ernou, Rakotofiringa et Madagascar, ça va pas bien sonner marketingment parlant. Donc, par rapport à ce que j'en voulais, j'ai cherché ce qu'aurait peut vouloir dire le E et le R. Et on a trouvé E comme équitable et R comme rare, Madagascar.
Et ça ressemble vraiment à ce que sont mes produits. Alors pourquoi tes produits sont rares? Pourquoi tu es Mes produits si attaché à transmettre là aussi le savoir-faire et l'artisanat local de là-bas? Voilà. Et ben, le rare, équitable, c'est un peu évident parce que beaucoup de personnes qui mettent en avant les produits de Madagascar, on peut dire qu'ils sont équitables par rapport à la pauvreté. Quand on veut mettre en avant Madagascar, généralement, c'est très équitable. Mais il y a un métier derrière, évidemment. Rare, pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous savez, par exemple, à Madagascar, il y a 80% des plantes de Madagascar, ils sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles n'existent que là-bas. Donc, à partir de là, tout est rare. En plus, la terre, on ne produit rien en masse, en fait, à part la crevette, peut-être la vanille, mais même la vanille, c'est produit en masse, mais à la main. C'est artisanal, c'est pas ça. Il n'y a rien de... Il n'y a que la crevette qui, je dirais, est vraiment industrielle. Donc, à partir de là, les produits de terre qui sont produits de la terre sont extrêmement rares. Ça n'existe que chez nous, d'une part. Et d'autre part, comme on n'utilise pas du tout de produits chimiques, eh ben, ils sont complètement préservés de la, disons, dans la qualité. Tout ce qu'on goûte, du coup, souvent on dit vanille de Madagascar. Parce que, en fait, j'ai découvert, après avoir créé ma société, que la vanille, il en existe aussi en Martinique, en Tahiti, enfin bon, à La Réunion. Mais sauf que la vanille de Madagascar est toujours exceptionnelle parce que, pour plusieurs raisons, et ça j'ai appris au fur et à mesure de mon métier aussi, grâce à mes clients, entre autres, la vanille, on croit que c'est qu'une vanille. Mais en fait, Madagascar étant plus grand que la France, pour ceux qui ne savent pas, on a beaucoup de régions où on peut planter la vanille, qui est une orchidée. Hein. À partir de là, les vanilles, c'est un peu comme le vin. Ça dépend du terroir, de la saison, de tout. Et donc, à partir de là, la vanille n'a pas forcément le même goût partout. Et évidemment, le travail qu'on fait aussi, parce qu'il y a de la vanille qui est, je dirais, mal travaillée. Mais bon, ça, on va dire que c'est à côté. Et donc, à partir de là, la vanille, c'est un bon exemple. C'est tout différent. Et unique, surtout. Donc, rare, malgré tout. Le rhum, si je prends le rhum... Très bien, le rhum. À 10h26, on connaît dû ramener du rhum. On connaît très peu le rhum de Madagascar parce que on n'en produit pas beaucoup. Donc, quand on pense le présenter dans les concours, ils ont toujours des prix parce qu'ils ont un goût qui sont issus, non pas parce que, bon, évidemment, les arrangeurs, ils y font quelque chose, mais c'est surtout la matière première qui est importante et qui est rare. Les cannes à sucre sont plantées à côté de la vanille, des ylang, tout ça. Donc, du coup, la terre où pousse la canne à sucre est différente d'ailleurs. Voilà, et du coup, les produits que tu vends donc sur Hermada, c'est à la fois gastronomique, artisanat, vestimentaire. Combien tu as de références? Alors, beaucoup. Beaucoup. Oui, beaucoup. Mais j'ai commencé ma société en 2010-2011, on va dire, avec tout. C'était très compliqué parce que je viens d'une société... Enfin, je suis ingénieure, donc j'ai voulu changer de métier par passion pour Madagascar. C'était toujours... Et j'ai fait de la qualité dans ma société. J'étais orientée vers la qualité. Je voulais travailler dans ce créneau-là, mais c'était trop compliqué. Donc, j'ai dit, qu'à cela ne tienne, je suis passionnée par Madagascar. Et ça, ça date de très longtemps, inconsciemment, en fait. Et à partir de là, avec les fameux bilans de compétences, on a trouvé que faire la qualité à travers les produits de Madagascar, c'est pas mal. Et donc, au début, j'ai fait plein de choses. Artisanat, bijoux, vraiment tout ce qui peut être rare, justement, de Madagascar, est reconnu quelque part par les touristes sur place ou par les Malgaches. De fil en aiguille, donc je travaillais beaucoup avec beaucoup de gens, du coup, beaucoup de producteurs, beaucoup d'artisans.
C'était un travail infernal, c'était très compliqué. Et en plus, le chiffre d'affaires n'était pas forcément fort quand il voyait que l'artisanat. Donc, je me suis plus orientée vers ce qu'on appelle consommable. Donc, tout ce qui est alimentaire. Les épices. Les épices, le miel, la confiture, le rhum, tout ça. Et aussi tout ce qui est autour du bien-être, qui sont issus de plantes. Donc, les huiles essentielles, des huiles de massage, les crèmes, voilà. Donc, tout ça, c'est autour du produit consommable. Et de ce fait, mon travail, c'est un peu restreint au niveau de ces producteurs qui font que, je ne m'éparpillais pas trop. J'ai quand même de l'artisanat parce que quand les personnes arrivent dans ma boutique, s'ils voient Madagascar, ils peuvent être déçus de ne pas trouver ce qu'ils ont vu à Madagascar qui est beau, c'est l'artisanat. Donc, mais l'artisanat, je ne travaille plus, je travaille autrement. Je vais à Madagascar une fois par an et j'achète des coups de cœur. Donc, je travaille plus beaucoup à fond avec les producteurs, avec les artisans, je veux dire, mais je travaille quand même. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Yoni, alors justement, on parle de producteurs. Comment toi, tu sélectionnes en fait les produits que tu vas mettre en valeur? Parce que tu disais que tu n'étais pas producteur, tu es deuxième maillon de la chaîne. Quel dialogue tu instaures en fait avec ces producteurs-là et quels sont les critères non négociables pour qu'ils rejoignent la maison Emali? C'est le goût. Avant tout, c'est le goût. Et au fur et à mesure de mes années d'expérience et de rencontres, je me suis rendu compte que les produits de saison, c'était les produits qui avaient le plus de goût. Donc, pourquoi ? Parce que on les récolte à la bonne saison, ils sont à la bonne maturité. En réalité, les produits de saison ont tous les intérêts. Économique, puisque c'est au meilleur prix, puisque c'est de saison, donc c'est au bon prix. Responsable, puisque finalement, on n'a pas besoin de les faire venir de très loin. Ils sont très bons là où ils sont et à la bonne période. Et surtout, ils sont très bons, puisque c'est une période donnée. La tomate, on va la retrouver du mois de mai jusqu'à septembre au plus tard, mais c'est là où elle a tout son goût. Pareil pour. On oublie la tomate en décembre. Faut le dire, faut le redire. On l'oublie. En tout cas, elle est ni responsable, ni économiquement intéressante. Et en termes de goût, c'est très moyen. Voilà. Mais c'est comme ça que je sélectionne les fournisseurs avec qui je travaille. Et donc, ce qui est non négociable, c'est le goût. Et ça, c'est très important pour moi. Et comme je disais en préambule, j'ai été élevé comme ça. Alors, je fais ce métier parce que je suis passionné, mais aussi de manière très égoïste, parce que je veux continuer à bien manger. Et ça, c'est important. Et je me rends compte que depuis 20 ans déjà, c'est pas une longue expérience, mais quand même, il y a quelques producteurs que j'ai connus il y a 20 ans qui n'existent plus aujourd'hui, puisque ce métier, il est difficile à transmettre parce que, et on le voit encore aujourd'hui, les agriculteurs ont du mal à gagner leur vie, en tout cas de manière suffisamment correcte pour pouvoir vivre convenablement. Et donc ça, c'est aussi notre métier, c'est d'apporter cette pédagogie au client final en disant mais ce produit-là, il a ce prix-là parce que aussi il est produit de certaines manières, parce qu'il est produit de manière... alors nous, on ne parle pas d'éthique, mais ça l'est quand même, parce que finalement, quand on respecte les saisons, on devient éthique. Responsable parce que ça ne fait pas de 12 000 kilomètres pour venir. Et évidemment... on y met toute la passion quand on est un agriculteur. Imaginez-vous qu'on est agriculteur et qu'on ne gagne pas bien notre vie. Vous imaginez bien qu'on fait ce métier parce qu'on l'aime. Et donc ça, c'est important et on le ressent jusqu'au bout de la chaîne dans l'assiette. Et donc, voilà, ça, c'est des choses importantes et qui sont des non négociables. Et je dis, je le fais de manière égoïste, mais j'en fais profiter tous mes clients. Donc, Bien sûr. Et alors, là, en ce moment, clairement, on est le 16 décembre. Le légume phare, le fruit phare. Alors évidemment, on a les pommes de terre, alors qui sont récoltées finalement entre août et septembre, mais qui sont quand même en pleine saison. Parce que la pomme de terre primeur, il faut savoir une chose, c'est qu'elle est très fragile. Donc il faut attendre un petit peu pour qu'elle soit bonne. Voilà, donc quand elle est récoltée, si on ne la mange pas tout de suite, elle s'abîme rapidement. Donc on la met
dans des centres de conditionnement, dans une température maîtrisée. Dans des spas, on les chouchoute. On les chouchoute et on leur permet d'évoluer de manière sereine et donc on peut les manger à cette période. Il y a évidemment le poireau, il y a les choux. On va retrouver tous les produits racines, tout ce qui sort de la terre. Et ça, c'est des produits qu'on retrouve maintenant, en tout cas en ce qui concerne les légumes. Alors, les fruits, la pomme, on est bien tombé. C'est la poire, c'est la pomme, enfin en tout cas les poires, les pommes, les kiwis, le litchi de la Réunion. Et aussi de Madagascar. Le fruit de la passion, de la Réunion aussi, qu'on va retrouver. Les fruits exotiques. Les fruits exotiques. Et en réalité, ça tombe très bien puisqu'on est en période festive de fin d'année. Donc, je suis aussi, je parlais de responsabilité, mais je suis aussi pour qu'on puisse manger ces produits qui viennent de nos territoires d'outre-mer et qui font un peu de voyage, mais qu'on déguste pendant les fêtes et que je trouve que c'est important d'en profiter, de les manger quand c'est une période festive. Ils valent un peu plus d'argent que la pomme et la poire, évidemment, parce qu'on les fait voyager. Mais voilà, l'ananas Victoria. Donc ces produits-là... La mangue, je suis sûre que ta mangue doit être divine. La mangue, elle est très bonne, évidemment. Elle vient de la Réunion, en tout cas la mangue José, que vous connaissez peut-être. Mais il y en a d'autres aussi, d'autres pays qui produisent très bien. Mais voilà, en tout cas, pour parler de ces produits-là, oui, voilà les produits qu'on peut manger en ce moment et qui sont très bons. Et on a 10 000 recettes possibles. Et quand on dit on ne sait pas quoi faire, c'est qu'on n'a pas envie. Voilà, parce que... C'est un beau résumé. Merci Yoni. Françoise, alors comment a évolué selon toi la filière de la pomme avec toutes ces coopératives? Tu disais que tu soutenais 80 familles? Oui, c'est ça. Alors, comment évoluer la filière? Déjà, depuis les années 90, je trouve que les progrès en termes de production ont été considérables. Les années 90, c'est l'arrivée de tout ce qui est agriculture raisonnée, responsable, etc. Pour le coup, il y a eu plein de choses de faites. Aujourd'hui, je pense qu'on est, en France, en particulier sur la pomme, mais aussi sur les autres produits français, on est quand même sur une excellence de produits. Voilà, comme le disait très bien tout à l'heure, je ne sais plus le prénom. Yoni, voilà, pardon. Yoni, l'homme des fruits. L'homme des fruits, voilà. Le fruitier légumier. Et c'est vrai que tous nos produits qui sont produits sur notre territoire français, il faut le rappeler, sont quand même des super bons produits. Oui, il y a quand même un petit danger aujourd'hui à garder nos agriculteurs pour que demain, on puisse continuer à manger ces fruits et ces légumes d'excellence. Donc la coopérative, oui, c'est important, c'est l'avenir des producteurs. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'arriver à attirer des jeunes pour continuer pour avoir de l'avenir, quoi, c'est ça. La chose principale, c'est quand même la rémunération du producteur. On peut raconter tout ce qu'on voudra. Il y a l'envie, il y a la passion. Ça, c'est... ils gagnent leur vie aussi. Mais il faut que derrière, voilà. Et c'est d'où l'idée un petit peu de Pomme Joy, c'est de pouvoir valoriser un peu mieux tous ces fruits. Puisque la pomme, c'est un arbre, on a plein de pommes. Il y a plusieurs catégories de fruits, et dont une partie qui est destinée à l'industrie, aux industriels, pour la transformation en jus, compote, etc. Voilà. Cette partie-là, elle est vendue en dessous des coûts de production la plupart du temps. Et pour le coup, on s'est, nous, donné le pari de mieux valoriser cette partie-là en faisant de la transformation et en créant la gamme Pomme Joy. Donc Pomme Joy, donc là tu disais, donc le cider, quelle est la différence finalement entre le cider et le cidre? Alors c'est juste la fabrication qui n'est pas la même. Hein. Il y a sur le cider, il y a la fermentation est moins longue, voilà. Mais après sinon ça ressemble quand même un petit peu au cidre. C'est entre le cidre et nous notre objectif, c'est de casser les codes un peu du cidre, parce que souvent quand on parle du cidre, c'est un petit peu vieillot. On en boit juste à la chandeleur avec les crêpes. C'est moins sexy, effectivement, que le vin, par exemple, ou que la bière, qui revient au goût du jour. Et pour le coup, on avait envie de casser un petit peu ces codes en allant plus sur les codes de la bière. Et voilà, c'est pour ça qu'on a fait aussi des canettes, en 33. Voilà. Ah, vous avez des canettes aussi, raconte-nous. Voilà, des canettes qui sont en verre, pareil, mais qui sont destinées à être bues dans les bars. C'est ça, j'allais poser la question en termes de distribution. Quels sont les différents canaux et où on peut vous trouver à part pour les particuliers? Aujourd'hui, bien sûr, à la coopérative, ça, évidemment. Il faut qu'on aille à la coopérative. Voilà, il faut venir en Limousin, il faut venir en Corrèze, bon, voilà. Mais également, on nous trouve chez nos revendeurs actuels. Alors, sur le site Pomme Joy, vous avez la liste de tous les gens chez qui on peut acheter du Pomme Joy.
en trouver en tout cas. Et voilà. Bon, et puis on essaye de... Bon, c'est très récent, Pump Joy, ça a 8 mois, hein, donc on a besoin encore de trouver des clients et pour pouvoir le distribuer à plus grande échelle. Et c'est un petit peu notre ambition aussi, c'est de faire rayonner nos pommes sur l'ensemble du territoire français. Belle ambition. Merci beaucoup, Françoise. Thomas, alors tu disais tout à l'heure que c'était un métier vivant, en perpétuelle évolution. Comment justement la maison s'adapte aussi au siècle qui évolue, aux contraintes, aux attentes des consommateurs et aux exigences ? Par exemple, sur plusieurs sujets, sur plusieurs points. Quand j'étais petit, donc dans les années 80, il y avait à peu près 5-6 références de farine pour les artisans boulangers. Donc, il y avait la farine T65 pour faire les baguettes, le complet, un campagne, et puis une farine avec des graines. Et aujourd'hui, on doit avoir 80-90 références avec des produits... Françoise, bois du cidre. Oui. Ça va te faire du bien. Avec toute une gamme, notamment biologique, qu'on a développée... parce qu'on est producteur aussi de farine biologique sur meule de pierre et sur cylindre. Nous avons également des farines très, très variées avec des levains déshydratés pour apporter du goût. On a des farines après qui permettent aussi de faire des brioches. On a des farines qui permettent de faire de la viennoiserie. On a des farines aussi... on a différentes gammes. On a aussi développé depuis une quinzaine d'années en bio ou en conventionnel des farines pures, c'est-à-dire des farines 100% pur blé. On ne rajoute rien dedans, ce qui n'était pas le cas dans les années 80-90. On était... limite plus des chimistes que des meuniers. Aujourd'hui, il y a un vrai, pas pour tous les meuniers, mais pour beaucoup, où on revient un peu aux traditions fondamentaux, où on travaille vraiment les mélanges de blé. Et également, on travaille des céréales comme le seigle, comme le corazan, l'épeautre, le petit épeautre, qui est un produit très, très tendance en ce moment. Donc voilà, en fait, par rapport au marché, alors nous, on avait une particularité, c'est jusqu'en 2017, nous étions associés dans la marque Banette, qui a eu son apogée dans les années 90, début des années 2000, où en fait, Banette, c'était un concept un peu clé en main, avec une marque reconnue, avec des produits, avec beaucoup d'opérations marketing, avec des formations. Et en fait, alors l'intérêt de ça, ça faisait parler du pain, ça communiquait, ça apportait une bonne dynamique à la boulangerie artisanale. Mais après, au fur et à mesure, et ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a un maximum de clients maintenant qui ont laissé tomber les marques, quelles qu'elles soient, et qui travaillent sur leur nom, sur leurs produits, sur leurs recettes, sur leur savoir-faire. Et voilà, et on voit bien en région parisienne, il y a beaucoup de concepts de boulangerie avec une, deux boulangeries qui ont toutes à peu près le même postulat, à savoir une gamme plutôt courte, du 100% fait maison et des produits aussi avec un intérêt nutritionnel. On travaille aussi beaucoup, nous, on travaille avec un nutritionniste. Et on a une gamme de produits qui est source de fibres ou riche en fibres. Là, on va revisiter un nos best-sellers, c'est le Vertueux. C'est un pain, par exemple, on a ajouté des bêta-glucanes et qui permet... Alors, excuse-moi, quel est ce mot ? Pardon. En fait, c'est un petit peu de pédagogie, s'il te plaît, Thomas. En fait, ça permet, donc c'est un pain qu'on a fait élaborer avec un nutritionniste, et c'est un pain qui est riche en fibres, donc qui apporte de la fibre, donc, qui est très important pour l'alimentation. Et là, on vient de rajouter des bêta-glucanes, qui permettent aussi de lutter contre le cholestérol. Donc voilà, et un pain qui se conserve, très moelleux, enfin voilà, quelque chose de très intéressant en termes de goût, évidemment, ça c'est un postulat, mais également avec un apport nutritionnel intéressant. Donc voilà, donc la meunerie, elle est en perpétuité. En fait, il faut juste s'adapter à nos clients, comme partout, c'est un peu basique, mais aujourd'hui, voilà, on a une boulangerie artisanale qui est très dynamique, qui prône le fait maison, il y a eu beaucoup trop dans les années 2000, mais c'était comme ça par rapport aux pénuries de main-d'œuvre, beaucoup trop de produits achetés en boulangerie, et maintenant, voilà, on a une boulangerie artisanale qui revient au fait maison, qui fait attention à ses matières premières. On a des farines aussi 100% locales, c'est-à-dire 100% Île-de-France. Aujourd'hui, on a également des farines, on est capable de tracer le sac de farine jusqu'au champ de l'agriculteur. Donc, on fait ça sur meule de pierre. Donc voilà, aujourd'hui, le consommateur, il veut du local, il veut du bon, du bio, pas mal de bio également. Il veut des produits sains, il veut savoir ce qu'il mange. Donc voilà, aujourd'hui, les enjeux de la meunerie actuelle. Merci. Et quid du sans gluten ? Le sans gluten, moi, alors déjà gustativement, faut aimer. Après, voilà, ça Est-ce qu'il y a une demande Très peu. Ouais, de moins en moins. moins. C'est vraiment de moins en moins. C'était une espèce de niche. Après, je pense qu'il y a un côté très psychologique quand même. Mais non, c'est pas une grosse tendance, nous, qu'on ressent. Il y a eu un petit effet il y a quelques années, mais là, aujourd'hui, ça c'est assez limité. Et du coup, c'est quoi pour toi un bon pain ?
Quand tu vas dans un resto, quand tu vas dans une boulangerie, alors c'est un regard du coup d'expert, j'imagine, mais pour nous qui sommes néophytes, même aussi gourmets et gourmands on puisse l'être, c'est quoi un bon pain pour toi ? Alors, je vais faire une réponse un peu de normand, mais c'est le pain, d'où mes origines, mais en fait, c'est le pain qu'on aime. Chacun est différent, c'est comme le vin, on a chacun un petit peu notre sensibilité, on a chacun un petit peu notre histoire, parce que le pain, c'est aussi un peu, il y a aussi beaucoup de Madeleine de Proust, donc il y a le pain de son enfance, donc voilà. Après, le bon pain, moi, c'est avant tout le pain qui se conserve. Un pain qui a de la fermentation, c'est un pain qui se conserve. C'est un pain qui a des arômes, c'est un pain moi j'aime bien le levain, donc c'est un pain qui a du levain. Voilà, donc je pense que quand on a un pain qui se conserve avec du goût et des arômes, voilà, qu'on ressent en bouche, voilà, là on peut considérer que c'est du pain qui a été fait d'une manière traditionnelle et artisanale. Parce qu'en fait, on s'est rencontrés via Adeline Chazelle, qui fait partie du syndicat des boulangers du Grand Paris et qui organise très souvent des dégustations de pain où on est jury. Et effectivement, il y a toute une grille avec différents items, de savoir la croûte, la mie, l'arôme, l'odeur, la texture, la couleur. Et c'est hyper intéressant finalement parce que c'est le produit par excellence qu'on mange tous les jours, qu'on a tendance à plus beaucoup regarder, le pauvre. Et c'est vrai, mais c'est pour ça, c'est d'inviter après des meuniers de ceux qui sont à la base de tout ça. Je trouve que c'est hyper intéressant pour ouvrir finalement notre curiosité. Nous, par exemple, au moulin, on a des grilles de notation. On fait nos mélanges de blé, donc pour une farine, il peut y avoir 10 blés différents. Et après, on a toute une grille de notation, justement, par rapport au volume, par rapport à la couleur, par rapport au comportement dans le pétrin. Enfin, on a vraiment beaucoup de paramètres analysés pour avoir une farine qui se travaille assez facilement et surtout qui puisse produire un pain de qualité. Merci beaucoup. Je veux aussi qu'on y aille. Ouais, non, mais on va... Et en plus, on n'est pas très loin. Alors, tu imagines, Yoni, que là, vous êtes 4. Moi, j'ai pratiquement 300 invités à mon actif. J'ai plus le temps, en fait. T'as 365 jours. Il te reste 65 jours de repos. Mais bien sûr, évidemment. Alors, justement, Yoni, je te garde. Comment tu garantis, toi, la traçabilité et la confiance auprès de tes clients ? Alors, on a beaucoup de chance dans notre métier. Il n'y a pas un besoin, comme ça peut l'être dans la viande ou dans le poisson, d'une traçabilité. Il n'y a pas de normes particulières qu'on doit respecter. Et la chance avec les fruits et légumes, c'est le visuel. On voit tout de suite un fruit et légumes qui est consommable ou non. Le poisson, c'est pas toujours évident. La viande, c'est pas toujours évident. Le fruit et légumes, on le voit. Il est pourri, il est moisi, il est abîmé. Donc, ils n'ont pas besoin vraiment de moi. Moi, la seule chose qu'ils peuvent avoir, et ça, c'est un contrat de confiance morale. Et c'est pour ça que ça fait 20 ans que j'existe et qu'aujourd'hui, je suis apprécié par mes clients parce que, effectivement, je suis tout à fait franc et tout à fait honnête dans ma démarche. Et c'est pas parce que je prône la consommation du produit français que je ne vends que des produits français. Tu me parlais de mangue, je fais évidemment venir de la mangue du Pérou parce qu'en ce moment, elle est exceptionnelle et c'est un produit très bon. Il y a quelques produits qu'on fait venir d'Espagne, d'autres d'Italie, d'autres pays. Et donc, moi, j'ai la traçabilité, elle est très simple puisque sur les factures de vente que je vends, enfin en tout cas que je propose à mes clients, il y a l'origine du produit et la seule traçabilité qu'on peut leur donner, c'est l'origine du produit. Voilà. Ensuite, ça, c'est ma pédagogie, c'est mon discours, c'est ce que je prône. Je souhaite mettre en avant les produits français, c'est ce que j'ambitionne de faire. Je ne m'empêche pas de vendre autre chose, mais ça passe par là, ça passe par cette pédagogie, ça passe par un certain nombre d'échantillonnages qu'on fait aussi à nos clients. Quand on a un nouveau produit, un nouveau producteur à faire découvrir, nos commerciaux sur le terrain vont avec les produits, les font déguster directement au chef. Et ça a un effet immédiat. On voit la différence. On peut parler de pommes, on voit, et ça c'est sincèrement le cas. Vous goûtez 2 Golden, vous avez le même produit physiquement, mais vous le goûtez, c'est pas le même produit. C'est pas le même croquant, c'est pas le même goût, c'est pas la même fibre à l'intérieur, c'est pas le même jus, etc. Et donc oui, nous on n'a pas d'obligation légale d'avoir une traçabilité comme ça peut l'être dans d'autres métiers de bouche, mais après c'est un contrat moral qu'on a avec nos clients et ils nous font confiance pour cela aussi. Et de mon point de vue, c'est important de parler, de rendre ça avec beaucoup de pédagogie, très ouvert sur ce qu'on fait, qui on va voir, qu'est-ce qu'on a comme producteur à présenter. Et d'ailleurs, il y a même des producteurs avec qui on travaille
qui travaille en lien direct avec nos clients finaux, parce que nos clients aiment comprendre, savoir. Alors, évidemment, ça passe par nous pour la partie logistique, mais nos clients, on leur donne entièrement la capacité d'avoir ce lien avec le producteur, puisqu'ils parfois, ils veulent le mettre à leur carte. Tel produit vient de telle région, chez tel producteur. Et pour nous, c'est un pari gagné. Quand on voit le nom de nos producteurs sur les cartes des chefs avec qui on travaille, c'est ça qui est intéressant dans notre métier. Voilà. Tu es un trait d'union. Je suis un trait d'union, exactement. Moi, j'en profite. Et physiquement, vous avez une boutique au cœur du mine, du coup, de Rungis ? Alors, ce sont des entrepôts qui nous permettent d'être approvisionnés, donc de par le monde entier. Et on travaille aussi beaucoup avec les grossistes du mine de Rungis, puisqu'on ne peut pas travailler avec tous les producteurs. Parfois, il y en a qu'on ne connaît pas et qui travaillent avec des grossistes. Et ce sont nos partenaires. Donc, l'intérêt d'être sur le mine de Rungis, c'est d'avoir une capacité d'approvisionnement quotidienne sans avoir de rupture, puisque ça aussi c'est important. Nos clients, on ne peut pas les laisser un jour sans un produit, puisque c'est à leur carte. Et quand un des producteurs a un problème de transport, de production par faute de mauvais temps, ou toutes les raisons qu'on peut imaginer, Bien sûr. bon, on a de quoi se replier, d'avoir un produit similaire qui permet d'approvisionner nos clients quotidiennement, puisqu'on travaille 7 sur 7 toute l'année. Merci beaucoup. Chantal, alors moi j'aimerais que tu nous fasses saliver, parce qu'on est quand même ici un peu passionné aussi de gastronomie. Tu as parlé d'épices notamment, de vanille, de rhum. Est-ce que tu peux nous donner 3 plats phares de Madagascar ? 3 plats phares, ça c'est un peu compliqué dans la mesure où... Qu'est-ce qu'on cuisine là-bas ? Comment dire ça ? En fait, la cuisine malgache, je dirais, quand on la goûte, elle est très bonne, mais elle n'est pas très variée. Elle n'est pas très variée. Alors, je vais vous faire, maintenant que tu m'en parles, par exemple, les crevettes au kombava. Ça, c'est... Alors, tant qu'à faire, choisissez les crevettes de Madagascar. Ou Soyons cohérents. Voilà. Évidemment. Alors, pourquoi ce plat-là ? Alors, on ne le consomme pas forcément tous les jours à Madagascar, hein, mais par rapport à gastronomiquement parlant, c'est vraiment pas mal. On prend les crevettes, on les mélange. En fait, on les marine avec du kombava. Je ne sais pas si vous connaissez le kombava. La grume. C'est la grume. Alors, moi, Hermada vend du kombava en poudre. Les vrais amateurs de kombava préfèrent le nature, sauf qu'on ne le trouve pas partout et pas tout le temps. Donc, ces vrais amateurs, ils s'arrachent mon kombava parce que quand ils n'ont plus de nature, ils se disent « Ah, j'en ai encore Oui, parce qu'en termes d'arôme, ». Oui, c'est quand même... retranscrit quand Je même. confirme, c'est très fort, c'est très puissant, mais on n'utilise que le zeste. Il y a pas de... Oui, que le zeste. Et puis surtout, on marine avec du kombava, mais surtout, ne pas en mettre beaucoup. Parce que c'est très puissant. C'est très puissant. Si on en met... Le kombava a cette caractéristique que quand on l'utilise comme il faut, on ne sait pas qu'il y en a. Et ça relève bien le goût de ce qu'on prend. Et quand on en met trop, c'est immangeable. C'est tout simplement immangeable. J'ai fait du poisson au kombava un jour sans faire attention aux papillotes. Oh là là, c'était immangeable. Mais on mélange le kombava avec les fraises, avec tout, avec le chocolat. On a cette impression de qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. Ensuite, donc, je reviens aux crevettes. On marine aussi avec ce qu'on appelle votre perfait. Alors, pour ceux qui le connaissent... C'est le poivre de Madagascar, voilà. avec les petites boules là. Voilà. Trop bon. C'est ce que une de mes clientes me dit. Elle ne pouvait pas descendre dans ma boutique. Je veux le poivre spermatozoïde, là. Ça ressemble... Ça a son petit bout. Ouais. En fait, le poivre, on appelle poivre sauvage de Madagascar, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais une fois que les gens connaissent, c'est un nom très compliqué, Votsperfer, mais ils se souviennent très bien. Votsperfer, donc parce que c'est le seul qui existe qu'à Madagascar. Donc, on met un petit peu ça. Et puis ensuite, on fait relever, on fait frire à l'huile d'olive. Tout simplement, je ne vais pas faire la recette entière parce que, au grand désespoir de tous les gens qui me demandent des recettes, c'est toujours au pif, moi. Au pif. Et alors, qu'est-ce qu'on met comme l'intuition. légumes ? Qu'est-ce qu'on met comme légumes avec ces crevettes ?
Ah, on met rien, on met que ça. On mange Yoni, avec du riz. Je gagnerais pas d'argent à Madagascar. Du riz. Non, alors, non, c'est pas vrai, hein, bien sûr que c'est pas. Il y a le curry, non? Le curry, moi je connais de la Réunion, parce que j'adore la Réunion. Oui. C'est un plat local, non? J'imagine qu'il y en a à Madagascar. Il y en a beaucoup, c'est le curcuma, Il y a beaucoup de légumes aussi. Il y a dans le curry. beaucoup de légumes. Ouais. Alors, je suis très malheureuse par rapport à ça parce que tu parlais de litchi, tu parlais de mangue, tout ça on parlait de vanille. Tout ça, c'est des fruits extraordinaires à Madagascar qui sont très bons. Je parie que tu n'arrives pas à acheter du litchi de Madagascar. Ah, si. Ah, bon. Donc, tu as pu en trouver parce que c'est très compliqué dans la mesure où nous, les fruits à Madagascar, ça pousse tout seul, partout. Il n'y a pas de propriétaire. Il y en a peut-être un ou deux au niveau du cacao. Il y en a peut-être quelques concessionnaires. Mais on en trouve... il n'y a pas de propriétaire. Ceux qu'on paie, ce sont ceux qui récoltent, ceux qui cueillent. Donc, les sociétés qui vendent ou qui exportent les choses, enfin les fruits, les légumes éventuellement, on paie ceux qui récoltent. Donc, on a des coopératives. Une des sociétés que j'ai découvert il y a peu de temps, il y a 5 ans, Fruits Séchés. C'est extraordinaire, c'est une jeune en plus. Eh bien, tous les fruits, tous les mangue, litchi, la jaque, le physalis, banane, tous les fruits, elle les a séchés. Déshydraté. Déshydratés. Ouais, ok. Parce qu'on en trouve partout, mais on n'exporte rien. On n'exporte pas grand-chose, à part le litchi, effectivement, qu'on voit partout. Donc on ne voit pas au partout, niveau qu'on voit chez la maison Emali. Oui, c'est ça. Exactement. Exactement. Donc, du point de vue légumes, par rapport aux crevettes au kambava, on mange avec du riz, évidemment. Évidemment, parce que tous les plats qu'on mange, c'est avec du riz. Et donc, du riz nature. Alors, il y a beaucoup de gens qui mettent peut-être un petit peu de coriandre de coriandre ou même du beurre pour manger le riz. Mais non, nous, c'est nature, de l'eau et du riz. Point. Et toute la sauce, tout ce qui accompagne le riz est dans le plat. Donc, le riz et éventuellement les tomates. Les tomates, on le prend beaucoup. On appelle le rougail tomate. Ah bah oui. Il y a rougail saucisse, il y a rougail tomate, il y a rougail crevette. Et bien en fait, les tomates, on les coupe tout en dés. Voilà, on met avec ce qu'on appelle, nous, du tungulment, c'est la civette ou vous savez, la tige comme ça. La tige, voilà. Et puis, toujours un peu poivré. Le curcuma, alors le curry, en malgache et à La Réunion, justement, on l'appelle curry. C'est pas du curry. Parce que le curry, c'est un mélange. Que le curry, c'est le curcuma, en fait. C'est le pur, c'est la racine de curcuma. Donc, celui-là, pour ceux qui aiment le curcuma, on peut mélanger, on peut effectivement prendre les crevettes avec du curcuma. Ça relève, mais ça prend pas vraiment le goût ça peut tuer le goût de la crevette. Parce que ça peut être... Mais c'est surtout hyper bon pour la santé, le curcuma. Ah oui, ça par contre... faut en prendre partout. Faut en prendre partout, tout le temps. Si on n'en prend pas partout, on en consomme dans une tisane, tout simplement pour se rattraper. Avec du gingembre. Gingembre et curcuma. Bravo. Ça marchait bien. Le gingembre, j'ai oublié dans la crevette, justement, mettre un petit peu de gingembre aussi. Alors, le gingembre, pareil. Le gingembre, je vends, donc du gingembre en poudre. Mes gendres qui cuisinent beaucoup ont testé le gingembre de Madagascar. Parce que souvent, comme ils aiment bien manger, ils achètent du gingembre, encore une fois, nature. Donc, ils ont testé le gingembre de Madagascar en poudre, donc forcément, c'est comme le kambaba, ça perd un petit peu de son goût premier. Mais alors, ils disent, ce goût-là, il est exceptionnel, ça n'a pas le même goût que... Chantal, je te coupe. Thomas, tu fais des farines aromatisées? Parce que j'ai souvent vu du pain au curcuma, par exemple. Comment ça se passe, vous? C'est après? Ouais, c'est après. Ouais, nous, on fournit la farine, la matière première. On peut fournir des graines ou éventuellement des levains déshydratés. Mais après, c'est vraiment Et nous, on pousse justement nos clients à être un petit peu à innover, être un petit peu avoir leurs recettes. Exactement, tout à fait. Et vous êtes associé aussi, ça vous gêne pas d'être associé à des farines qui après vont être transformées avec du goût? Nous, on a un peu comme dogme de s'adapter complètement aux clients. Il y a des clients, on n'apparaît pas du tout. C'est assez rare, mais voilà, c'est ces clients qui travaillent uniquement sur son image, sur son nom. Et à l'inverse, on a des clients où on est ultra présent dans la boutique,
par de la PLV, par une enseigne, par de l'emballage. On est sur les chartes des clients. Enfin voilà, on est vraiment, des fois on est même sur les façades. Voilà, comme ça c'est un peu, nous on s'adapte aux clients et c'est le client qui décide, on le respecte. Voilà, nous faut qu'on soit force de proposition sur des recettes, sur des farines, sur des services. On fait beaucoup de formations, on a une école de formation. Mais voilà, c'est toujours à discrétion du client. Pour l'anecdote, il fournit ma boulangerie. C'est incroyable. À Andrézy, c'est incroyable. Et c'est quand on s'est eu au téléphone que tu as dit « Ah bah oui, Andrézy, je connais très bien le boulanger. » Et le pain est évidemment très très bon. Françoise, comment tu vois, toi, l'avenir de PommeJoy, à part un business florissant, une vraie marque entière, reconnue dans le monde entier? Déjà en France, ça sera bien. Quel est ton rêve le plus fou? Comment vous voyez l'année 2026? Ah bah alors là, le rêve, alors ce qui pourrait arriver de mieux, c'est d'entrer dans un bar et d'entendre quelqu'un dire « Ah bah je veux un PommeJoy ». Et là, Paris gagné, non, ça serait formidable. Bon, je ne sais pas si ça arrivera, j'espère bien. Toujours être optimiste. Toujours. Il faut toujours viser haut pour... Bien sûr. Et voilà, non, mais on espère vraiment que ça va être un vrai succès pour nos producteurs et que c'est vraiment un projet tellement collectif. Tout a été choisi. On a choisi ensemble les recettes, on a choisi ensemble les packaging. On travaille toujours avec le conseil d'administration, l'équipe de direction sur tout ce projet. Et vraiment, il y a beaucoup d'énergie, d'enthousiasme qui s'est réuni autour de ce projet. Et je voudrais que ça fonctionne. Et quid des accords? En fait, des accords que tu pourrais faire avec des assiettes, tu vois, comme on fait avec le vin ou avec la bière. Donc, des accords Mets et PommeJoy. Moi, je veux bien qu'on réfléchisse à un truc. Ah bah oui, mais alors là, déjà, le soft cider avec les pâtisseries, c'est vraiment excellent. Ça apporte juste la note de sucre sans être trop sucré. C'est vraiment oui, parfait. donc vous avez déjà étudié ça. Ah bah oui, c'est-à-dire qu'on le goûte quand même assez souvent. On le déguste assez souvent avec plein de choses. Donc, on peut. À l'apéritif, le hard cider, très frais, avec des toasts, ça passe parfaitement bien. Et là, on va bientôt rentrer dans la galette des rois. Alors là, bien sûr. La galette des rois. Là, quand même, oui. Avec la crème d'amande. Et oui, ça peut être bon, là, ça ne peut qu'être bon. Voilà. Et puis, avec cette particularité, d'avoir également la gamme sans alcool qui permet à toute la famille de se réunir autour soit d'un apéro convivial, chacun a son PommeJoy. On n'a plus qu'à choisir la couleur de l'étiquette. Merci beaucoup Françoise. Alors, première partie finie, deuxième partie, je prends la main. Alors moi, je suis une ancienne prof de lettres, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, je vous lis un passage et je vous pose une question. Mais à chaque fois, on l'a abordé plus ou moins, c'est quand même assez dingue, mais Thomas se reconnaîtra. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir. Ma question est donc pour vous quatre, quelle est votre Madeleine de Proust? On répond? Mais bien sûr. Pour ma part, c'est la tarte aux myrtilles sauvages. Non, mais ça, j'ai retrouvé des myrtilles sauvages. Ça fait 8-9 mois. J'ai recommencé à faire de la tarte aux myrtilles sauvages que ma grand-mère des Vosges me faisait. Je suis alsacienne. Ah ben voilà, donc j'allais passer quelques vacances chez elle. C'était dans un four au feu de bois. Donc j'ai cette odeur, j'ai ce goût. Et aujourd'hui, j'ai pratiquement retrouvé. Il manque le feu de bois, mais cette tarte aux myrtilles sauvages, la myrtille sauvage de manière générale, c'est assez exceptionnel et vous n'avez rien à faire à part une belle pâte à tarte et des myrtilles, un fond d'amande pour pas que ça humidifie trop le fond de tarte, mais c'est exceptionnel comme produit et ça, c'est rien qu'à l'odeur, je pourrais vous la retrouver n'importe où. C'est assez incroyable. Merci beaucoup Yanni. Qui d'autre qui se lance? Moi, ce serait Chantal. Excusez-moi. Oui, je le dis en malgache, en tant qu'affaire, c'est le moufoakunj, c'est le beignet de banane. En fait, le beignet de banane, c'est pareil. C'est souvenir avec ma maman. Donc sucré. Sucré. Avec ma maman qui faisait... Les beignets de banane peuvent être très grasses, mais non, là, c'est le beignet de banane de ma maman. C'est la banane écrasée, mélangée avec un petit peu de sucre.
de sucre roux non raffiné, tant qu'à faire, relevé, donc free, en fait free. Mais c'est pas gras free. Oui, mais Parce non. que c'est quand même dans c'est l'huile. Free. Alors, au beurre, c'est vraiment gras oui. par rapport à la santé. Mais c'est quand même bon, quoi. C'est... Ah bah ça. On peut pas... parle pas de ça. Ouais, c'est ça. On Donc, parle pas de gourmandise, on parlait voilà. de santé. Voilà, donc aujourd'hui, quand je fais, je mélange toujours avec un peu de vanille. En fait, moi, tous mes desserts, tout ce que je fais, généralement, je mets toujours un petit peu de vanille. Alors, je suis bien gâtée à ce niveau-là. Hein. Donc, comme la vanille, elle est éternelle, hein, qu'elle soit sèche, qu'on peut mal vendre, eh ben moi, je récupère tout. Parce qu'elle garde exactement le même goût. Pour ceux qui veulent savoir combien de temps se garde la vanille, ben, c'est éternel, hein, quelque part. Merci Voilà, Chantal. donc, c'est vrai, voilà. François. Ouais, alors ça serait le clafoutis aux pommes de ma grand-mère cuit dans sa cuisinière à bois. Mais j'ai pas réussi à en refaire depuis. Je n'arrive pas à retrouver ce goût avec ce beurre là qui est... Mais c'est incroyable. Et mais c'est la cuisson, je crois. Je sais pas, ou bien que c'est juste peut-être Le côté psychologique et ouais, affectif, voilà, ouais, bien sûr. peut-être. Mais en tout cas, j'ai jamais réussi à en faire d'aussi bon. Thomas. Moi, alors, je vais me faire des amis, c'est le grillé aux pommes, parce que c'est un dessert qu'on voit de moins en moins. Mais c'est vrai. Et alors, un peu plus en province. Et c'est vrai que c'est quelque chose de... la pomme, c'est tout le monde aime ça. Il y a un côté caramélisé, il y a de la pâte. Enfin, vraiment, voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours... que j'apprécie toujours énormément. Dès que j'ai l'occasion d'en manger chez un client, je ne me prive pas. Et c'est vrai que c'est aussi simple que bon. Merci pour ces souvenirs. Avec qui aimeriez-vous partager un dîner ? Personnage vivant, disparu, fictif, Ah, c'est compliqué, ça. quelqu'un que vous admirez. Jean ou Gabin. pas ? Jean Gabin. Très bien. Moi, ça aurait été François Mitterrand. D'accord. Très bien. Très, très. C'est drôle parce que je pose cette question-là depuis pas mal de temps et parfois il y a des noms qui sont jamais apparus. Donc, Ouais. Gabin, si on l'a souvent dit. Mitterrand, non. François. Calimero, Et pourquoi lui ? oh, parce qu'il me fait craquer. J'adore. Très bien, on le prend à la table. Thomas. Moi, je dirais Claude Terrail, qui est Qui est ce monsieur ? c'est le papa d'André Terrail, le patron de la Tour d'Argent. Donc, qui est également un client, parce qu'ils ont leur Ah oui. boulangerie, on leur fournit la farine. Super. Et quand j'ai la chance et l'occasion d'aller là-bas, je vois beaucoup le papa d'André en photo avec des personnalités. Et il y a le restaurant qui est connu, la Tour d'Argent, et également à côté la rôtisserie d'Argent, qui est vraiment un lieu de vie et un lieu aussi également chargé d'histoire. Et en fait, quand on est dans cet univers, on passe de l'excellence de la cuisine également à un lieu ultra convivial. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées là, mais des centaines et des centaines de personnalités. Voilà, donc je pense que c'est quelqu'un, il aurait énormément de choses à raconter sur la cuisine et également sur toutes les ambiances, tous les dîners, toutes les anecdotes qui pendant des dizaines d'années ont eu lieu là-bas. Donc voilà, ça aurait été... Je prends aussi. Ouais. Ça me va très très bien. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur à part du Pomme Joy, Françoise? Du beurre. Tout le monde répond ça aussi, c'est drôle. Ouais, il y a Du toujours beurre. Alors attention, quel beurre? Ah, alors du beurre. Parce que là, on a un Normand. Eh ben oui. Au sel de Guérande. Oui, non, mais non, du beurre, du beurre, breton. Donc demi-sel. Alors, pas toujours, quand même, parce que moi, on est quand même dans le centre-France et le sel, on le laisse quand même Oui. sur. Mais bon, du beurre, souvent. Ouais. D'accord, C'est très du bon. beurre. Chantal? Des œufs. Les œufs. On avait même des poules pour avoir les œufs. Mais plus? Il n'y a plus de poules? Ouais, elles ont disparu. Oh. On va en reprendre, mais bon. Elles volent, elles sont mangées par des renards. Ah bah oui. Voilà, ça, c'est... Mais ça, c'est ça dans le 95. C'est compliqué. Il y a des renards. Voilà, C'est compliqué. Ouais. dans le Val d'Oise. Ouais. Yoni. Des fruits et des légumes. hein. Non, mais bon, c'est l'essentiel. Des salades. Ouais, c'est des salades. Ouais, des salades. Enfin, Il y a ouais. combien de variétés de salades? Beaucoup. Hein. Oh, Non, mais beaucoup. Ouais, beaucoup. Beaucoup, et puis on en crée chaque année des nouvelles. Donc, Ah, il y on en a crée, qui... oui, on bien crée des sûr. nouvelles salades. Oui, bien sûr. Bien Mais sûr. je ne savais pas. Oui, oui. On fait des mélanges, enfin bien sûr, on crée des nouvelles salades. Mais après, il y a les originales, mais c'est certain qu'il y en a beaucoup. Bon, moi, j'aime particulièrement la Batavia, parce qu'elle est croquante, elle a beaucoup de goût, et puis elle se mélange avec tous les produits. Donc, ou même simplement
salade de Batavia, quoi, suffirait C'est pour ma faire préférée un bon aussi, la repas. Batavia. Ouais, c'est super. Donc des fruits et des légumes. Des fruits, des... Étonnant. Également du bon beurre pour mettre sur le pain. Évidemment, pour Bah, mettre tartine forcément. du matin. Donc tu manges du pain tous les jours? Ah bah évidemment, Ouais. tous les matins, c'est indispensable. Ah oui, la tartine du matin. Ah oui, ça c'est. Et puis moi, j'ai la chance de pouvoir manger tous les jours quasiment un pain différent, parce qu'au moulin, encore une fois, on a nos boulangeries, on fait beaucoup de formations, on fait beaucoup de tests, donc j'ai cette chance. Tu disais qu'il y avait 4 sites. Oui. Vous êtes où, du coup? Le site principal, historique et familial, il est dans le Val d'Oise, derrière Pontoise. Également à Chérisy, dans l'Eure-et-Loire. Mmh. À côté de Mantes-la-Ville, à Offreville-Bresseuil, chez Juste Côté de Mantes, c'est là où on a notre site où on fait tout notre bio, sur Cylindre et sur Meule. Et également, on a un site à Gournay-en-Bray, en Seine-Maritime. Ok, Mm. super. Que représente pour vous le mot cuisiner? Partage. Famille. Vous avez le droit de faire des phrases, hein, vous savez. Oui, mais du coup, après, Mais vous du pouvez... coup, je vous laisse libre de parler ensuite. Donc, partage, famille. Oui, j'aime bien cuisiner beaucoup quand il y a la famille. Pour moi, c'est... Et tu as une grande famille? On a 4 enfants. Donc, ça... Et puis, on a des enfants qui sont ramenés à la maison de Madagascar et d'ailleurs. Donc, j'aime bien recevoir les jeunes, particulièrement. Ça, j'aime beaucoup la jeunesse. Et puis, voilà. Donc, je cuisine, j'invente. J'invente des salades, tiens. Oh là là, quand tu m'as dit salade, j'ai dit, oh là là. Dernièrement, j'ai utilisé la salade, je sais pas, asiatique un peu, qui est nouveau, comme la blette, mais qui est courte. Pak choy. Ah, Ça c'est doit bon, être ça, ça. Oh là là. j'adore. J'ai mis des tomates cerises. Ça, c'est super. J'ai mis Des tomates cerises. des carottes. En fait, le pak choy et les carottes coupées en Mais dés, tu je les as ai fait un sauter peu sautées Ouais, oui, c'est Ah oui, ça. ça se fait pour que ça revenir, soit ça se fait croquant cuire. parce que c'est trop Ouais, c'est âpre. dur. Et hop, Mais dans c'est la super salade, bon, ça. Ouais. j'ai fait. Donc moi, je suis pas un repas sans légumes. Ouais, je comprends. Pas un. Denis? La création, j'ai pas souvenir qu'il y ait quelque chose qui se soit créé en dehors d'un repas. Bon ou mauvais, mais en tout cas, je souhaite à ceux qui créent de C'est pas créer bon. autour d'un bon repas. Mais voilà, je n'ai pas souvenir de quelque chose qui s'est passé dans ce monde qui ne se soit pas passé autour d'un repas. Bien Donc, je sais que tout ce qui a pu se créer jusqu'à présent, ça s'est passé autour d'un repas. Donc, c'est assez incroyable, quoi, ce qu'on peut faire autour d'un repas. Bon, et c'est souvent positif. Le nom de ma société, c'était Bah ça. voilà. Voilà. On déclare pas une guerre autour d'un repas. La paix, oui, mais voilà. Donc c'est toujours intéressant de parler de ça. Moi, je dirais sublimer, parce que souvent, on part de produits simples, des produits de la terre, et après, on arrive en les transformant, les cuisinant, à obtenir des résultats très souvent incroyables. Tu aimes cuisiner? T'as le droit de dire non, Moyennement. hein, tu Alors, sais. Moyennement, parce que voilà, j'aime bien manger. Donc, mais je suis pas un vrai cuisinier. Mais Alors, tu Je suis pas un aimes- chef. tu aimes manger. Je sais pas si on peut faire référence, mais je trouve pas qu'il ressemble au chef Le Sker. Mais On me l'a déjà depuis dit. tout à l'heure, On l'a déjà dit. Je pensais je pensais le retrouver. J'ai dit, mais c'est incroyable. mais tu as grosso modo mon âge, parce que tu as dit des années 80. J'ai 47 ans. Ah oui, je suis de 81. Mais depuis tout à l'heure, je me dis, mais c'est qui? Voilà, Christian Lescar. Voilà, Voilà, c'est ça. On me l'a déjà dit. C'est incroyable. Ouais, non, c'est vrai. Une fois qu'on l'a, c'est troublant. Ouais. Je le connais bien en plus, mais j'étais choqué depuis tout à l'heure. Fallait trouver. C'était le petit jeu. Donc, C'était le jeu. Et la dernière question, du coup, quelle est pour vous la définition de la passion? La passion, c'est dangereux. Ah, pourquoi c'est dangereux? On est tous des passionnés ici. Je n'invite Ouais, que des c'est ça. passionnés. On ne fait que ça et on peut être aveugle à vouloir suivre sa passion et c'est terrible. alors, je pense que Chantal fait référence à l'amour. Non mais Elle est en On va train de nous annoncer des rester choses. autour du produit. Et... dans la passion de Hermada, par exemple, et de Madagascar. Bah oui. Mais c'est c'est pas beau aussi. dangereux en tant que tel, mais c'est quelque chose qui est... Dévorant, tu c'est- veux dire. Et puis c'est ça qui crée le plus de choses Alors, incroyables. on fait rien d'extraordinaire sans prendre de risques. Hein, donc, il Voilà, faut c'est prendre quelques risques. Des fois, Voilà. ils sont importants. Parfois, ils sont importants. Parfois, moins. Mais en tout cas, c'est important de prendre quelques risques. Donc, c'est bien. Bravo. Ah oui, Alors parce que- Yoni, la passion pour toi? La passion, c'est ce qui motive. Je pense que on va parler. J'aime pas les mots techniques. J'aime les mots comme passion, qui sont des mots ronds, des mots d'amour. Et en fait, c'est ce qui nous donne un objectif tous les matins. Si on n'avait pas une passion
chacun comme nous l'avons, qu'est-ce qui nous motiverait à nous lever le matin et aller faire parfois des choses qui sont fatigantes, difficiles, parfois enivrantes. Voilà. Et ça, cette motivation, pour moi, en tout cas de mon point de vue, on peut l'avoir qu'à travers la passion. Et il n'y a rien de plus extraordinaire que de se lever le matin en ayant un objectif qui est lié à cette passion et qui nous donne beaucoup de force, puisque je pense que ça se joue beaucoup dans la tête. Voilà, par contre, on a une maladie, mais quand on n'en a pas, si on a une passion, on ressent plus la fatigue, on ressent plus le temps. Donc ça, c'est... Ça a du sens. Voilà, ça a du sens. Donc, oubliez les vitamines, prenez de la passion. Des doses de passion. Voilà. Merci. Thomas ? Dans le prolongement de ce que vient de dire Yoni, moi, ça serait le bonheur, parce qu'effectivement, on a la chance d'avoir des métiers passionnants au sens... voilà, on y pense souvent, on a envie d'avancer, on a envie d'aller plus loin, on a envie de faire plaisir, on a envie de partager. Et en fait, tout ça accumulé, je pense que ça nous rend heureux en fait, de voir aujourd'hui quand on partage un pain avec des collaborateurs, quand on partage une histoire avec un client ou un projet avec un client. Voilà, c'est vrai que nous, dans nos métiers, dans les métiers de bouche, il y a beaucoup de passionnés, de gens qui font ça avant tout pour faire bien, pour faire mieux, et pour partager, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, moi je dirais vraiment le bonheur. Juste avant que tu termines, copain, moi j'ai appris il n'y a pas longtemps, effectivement, le copain, c'est celui avec lequel tu partages le pain. Tout à fait. Je trouve ça très joli. Ouais. Françoise ? Ah ben, la passion, oui, moi je pense que c'est ce qui nous permet d'avancer tous les jours, de sauter les obstacles, ou de les contourner, ou de s'en débrouiller. S'il n'y a pas de passion, c'est vrai que ça perd un peu de pétillant, la vie, quoi. Il faut des bulles. que ça pétille. Et voilà, il faut les c'est bulles. ça. Exactement. Ouais, non, la passion, ouais, c'est nécessaire pour... mais même, il faut la maîtriser, je suis d'accord, mais... Il faut la dompter. Voilà, il faut arriver à la la dompter, ouais. Exactement. Je Mais, détestais la passion. Pourquoi tu Je détestais ? n'ai jamais aimé la passion parce que je trouvais que c'était vraiment dangereux. Et jusqu'à ce que, il y a, je sais pas... 5 minutes. Depuis Hermada, je pense. Depuis Hermada, ça m'a... Voilà, parce que c'est vraiment tout ça. Hein. c'est ça. En fait, c'est quand tu t'entoures n'arrête aussi de pas. gens passionnés, Oui, tu mais comprends que c'est une vraie vibration. Ouais. En fait. C'est dangereux parce que moi, par exemple, j'ai 67 ans. Je cherche à... Il faut que j'arrête un jour, mais je veux pas arrêter, quoi. Mais qui te demande d'arrêter ? Je sais pas. C'est... Je vous souhaite à tous de continuer le plus longtemps possible de faire ce que vous aimez, bien sans sûr. jamais s'arrêter. Sans jamais ouais. s'arrêter. Et puis c'est pas... Quand je dis je souhaite arrêter, non. Je me dis il faut que j'arrête. Mais c'est autour de moi. Il faut Autour que... de les moi, injonctions, non, c'est pas ça, d'injonctions ici. Non. Autour de moi, quand est-ce qu'elle va arrêter? Parce que... Alors, il faut changer l'entourage, peut-être, Ouais, c'est ça. Ouais. Chantal. Oui, non, mais c'est ça. Ouais, non, mais c'est la vrai. passion, c'est ça. Mais je suis très contente d'être passionnée parce que je crois qu'on est tous... parce que toi, tu n'as pas parlé de ta Ah passion. ben non, mais moi, c'est pas pourquoi grave. la Je suis pas là, passion? on n'est pas là pour parler de moi, mais de manière générale, moi, mon podcast, c'est vraiment faire vivre les voix des passionnés. C'est ce pourquoi je l'ai créé et c'est ce pourquoi j'adore vous recevoir et vous écouter. C'est pas du tout moi qui parle, c'est je vous entends, je vous écoute. Et le casting est toujours fait de la même manière. Je pressens que ce sont des gens qui sont passionnés. Voilà. Et quand je pose cette question-là, les réponses sont en général grosso modo les mêmes. Les mots sont pas les mêmes, mais l'énergie est la même. Chantal, tu as ta réponse par rapport à sa passion, concernant sa passion. Tu vois ce qui la passionne. Exactement. Voilà, c'est les autres, c'est les gens. Donc du coup, je vais conclure. À travers toute cette conversation au Studio Module, je comprends que malgré leurs univers très différents, ces 4 voix partagent un ADN commun. L'exigence, l'engagement, la volonté de faire mieux, de faire bon et surtout le désir profond de créer du sens. Chacun lutte pour préserver un savoir-faire, faire évoluer une tradition ou inventer une nouvelle manière de nourrir les autres. Ce qui les relie, c'est cette conviction que derrière chaque produit, chaque plat, chaque expérience gustative, il y a des humains, des histoires, des mains, des doutes et des passions. Et finalement, c'est cela qui nourrit notre curiosité, découvrir que les métiers de bouche ne sont pas seulement des métiers techniques, mais surtout des métiers d'âme et des métiers de passion, incontestablement. Merci beaucoup, Denis. Merci à toi de nous avoir reçus. Merci, Thomas. Merci. Merci, Chantal. Merci, j'ai un cadeau à vous offrir. D'où ma question. Oui. Combien on était? Eh ben, J'ai pas voulu. on va le faire après, en live. C'est ça. Et merci, Françoise. Et merci beaucoup. Donc, le cadeau. Chantal, on y va. Le cadeau, c'est dans mon sac. Le cadeau, c'est dans ton sac. C'est du fruit de la passion. Le fruit de la passion, c'est pas de la vanille, ça aurait pu, mais je trouve qu'on connaît trop la vanille. Je vous ai donné chacun, là-dedans, il y a ce qu'on appelle du vétiver.
Oui. Bah oui, qu'on connaît beaucoup pour le parfum. L'odeur, bien sûr. Merci beaucoup. Et voilà, et de la cannelle. Voilà, et de Merci la beaucoup, cannelle. Chantal. Et c'est quoi le vétiver? En fait, le vétiver, c'est une racine. J'ai mis ma carte à l'intérieur. Le vétiver, en fait, c'est ce qu'on appelle quelque chose qui absorbe les odeurs. Vous savez, il y a des déodorants, les parfums des hommes. Dans le temps, il y a beaucoup au vétiver. Et aujourd'hui, c'est moins utilisé dans les pièces fermées, mais ça a absorbé Incroyable. l'odeur de fumée. Mais je ne savais pas que c'était sous Moi cette non plus. forme-là. Voilà. Incroyable. Donc et oui, et alors, vous pouvez l'utiliser, c'est un anti-mite, un anti-insecte. Vous pouvez mettre ça dans le placard, soit dans les trucs où il y a, souvent quand on garde le pain, Ah, les petits sacs. les les petits sacs. petits mites. Des fois, il y a des mites qui sortent ou le bio beaucoup, je trouve. Et moi, je le mets dans. Alors, tu vas m'expliquer que c'est faux ou que c'est juste, j'en sais rien. Mais moi, c'est une expérience personnelle. Donc, je mets dans les placards de cuisine aussi pour éviter tous ces. Et en tout cas, le bâton de cannelle, il est balèze. Hein. Le bâton de cannelle, Il rigole pas. si vous effritez un petit peu, vous allez sentir aussi l'odeur qui est Oh là là. Mada. Et Mada. Donc, quand on connaît Madagascar, on dit beaucoup Mada. Voilà. Bien. Exactement. Vous pouvez faire de la tisane avec ça. Moi, comme le curcuma, tu sais. Curcuma, gingembre, cannelle, c'est quelque chose. Alors, la petite recette de la cannelle, c'est que parce que tout le monde n'aime pas la cannelle. Si on veut la manger toute seule, alors là, avec la pomme, c'est... Ah bah oui, bah ça, Voilà. valeur sûre. Voilà, valeur sûre. On coupe un peu parce que comme c'est gros, on met un petit peu. Vous pouvez mettre dans ce qu'on appelle la boule à thé. Comme ça, vous les fritez dedans, comme ça va bien. Infusé. Vous infusez dans de l'eau froide. Vous commencez à mettre dans de l'eau froide il suffit de ça dans 1 litre, 1 litre, 1 litre et demi. Vous le faites bouillir et vous faites infuser encore 3 minutes à peu près après ébullition et après vous buvez sans rien parce qu'elle est vraiment très bonne, chaud ou froid. Voilà. Et ça, on peut Merci. retrouver sur Hermada si on en a On envie. peut bah, trouver évidemment. sur Hermada. Merci beaucoup Chantal, parce que du coup, j'ai fait la conclusion, mais c'était le post-scriptum de Chantal. Merci. Donc on adore. Merci pour le cadeau, merci pour ce moment, et à très vite pour de nouvelles aventures. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.